Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veritas Gallica. Aujourd'hui, nous allons analyser un second totem de la droite, il s'agit du féminisme. Selon la grande majorité des gens de droite, il y aurait le bon et le mauvais féminisme. Le mauvais féminisme, qu'on appellera tantôt néo-féminisme, tantôt féminisme woke, serait une dérive inopinée du véritable féminisme originel qui serait totalement vide de tout principe philosophique se rapprochant de cette dérive. Je vais essayer de démontrer dans cette vidéo qu'il n'en est rien et que le féminisme porte en lui-même tous les principes philosophiques qui ont donné naissance au wokisme notamment, mais aussi à tous les délires féministes actuels. Selon moi, le féminisme repose sur plusieurs principes philosophiques forts qui sont le constructivisme, l'égalitarisme, le progressisme et la pensée complotiste. Ce sont pour moi ces principes ou concepts qui sont au cœur même du féminisme depuis son origine et qui sont directement responsables des absurdités woke qu'on entend aujourd'hui. Commençons donc par le constructivisme et comment mieux illustrer ce principe qu'une phrase d'une des plus célèbres féministes qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et cette célèbre féministe n'est autre que Simone de Beauvoir, qui était également une rabatteuse pour combler les délires sexuels de son mari Sartre, les deux membres du couple étant l'illustration de la débauche de la bourgeoisie intellectuelle française, dont le féminisme était d'ailleurs l'un des moteurs principaux et l'une des justifications, mais j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Toujours est-il que cette phrase, qui est une déformation de celle plus célèbre encore de Erasme qui disait « On ne naît pas homme, on le devient », a été une base très puissante du féminisme. L'idée repose sur le fait que c'est la société ou la civilisation qui définit ce qu'est un homme ou une femme. La féminité ou la masculinité sont formées, forgées par l'évolution de la société. Il n'existe pas de réalité biologique intrinsèque à l'homme ou à la femme qui viendrait déterminer au moins en partie des comportements et une identité. Non. Dans le constructivisme, tout est social, tout est construit. Et le féminisme repose sur cette idée. La femme est un concept social et sa définition peut donc évoluer, se transformer dans les rôles qu'elle occupe, mais également dans son identité en tant que femme. Et ça, c'est très important de le comprendre. Car qui dit constructivisme dit également déconstructivisme. Si le sexe est un construit social, alors il peut être déconstruit. C'est exactement ce qu'on peut lire dans une revue féministe, d'ailleurs créée en partie par Simone de Beauvoir dans les années 80 sous la plume de la féministe Monique Witting qui parle de l'impact de la civilisation sur le développement du concept même de sexe qu'elle juge totalitaire. Donc je cite, « Elle, la civilisation, forme l'esprit autant que le corps, puisqu'elle contrôle toute la production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. C'est la raison pour laquelle nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment. De la même manière que nous devons détruire les sexes en tant que réalité sociologique si nous voulons commencer à exister. » Fin de citation. Donc, le déconstructivisme que l'on voit partout aujourd'hui, qui nous parle d'hommes déconstruits, de déconstruire nos rapports et notre vision du monde d'homme blanc occidental, vient en partie du féminisme. Pas du néo-féminisme, mais des militantes féministes françaises ayant eu un impact majeur dans le développement même du féminisme. Le constructivisme du féminisme prend également l'idée que finalement la femme est un homme comme les autres. L'homme et la femme étant de pure construction sociale, une femme peut se sentir homme et inversement. Une femme peut prendre les rôles attribués à l'homme, mais au-delà de ça, revêtir son identité même. Toute la théorie du genre se trouve ici en réalité, sous cette idée constructiviste qui s'affranchit de toute réalité biologique. Alors évidemment, je force le trait volontairement pour appuyer l'idée. Il y a évidemment des femmes qui se disent féministes et qui ne sont pas des constructivistes, qui sont conscientes des réalités biologiques et qui ne se limitent pas d'ailleurs uniquement à des caractéristiques morphologiques, mais également physiologiques, cognitives et comportementales. Toujours est-il que l'idéologie dont elle se réclame s'est fondée sur un constructivisme affirmé. D'ailleurs, de nos jours, la seule construction sociale que les féministes rejettent, c'est celle incarnée par la femme traditionnelle et enracinée, car elle est consciente de la complémentarité entre l'homme et la femme et en la division des rôles et qu'elles s'épanouissent dans ce choix de vie. Ce qui nous amène au deuxième pilier philosophique du féminisme, l'égalitarisme. L'égalitarisme est cette idée que toutes choses doivent être rigoureusement égales. Pour le cas de l'homme et de la femme, les deux doivent être rigoureusement et strictement égaux en droit, dans la répartition de leurs rôles et dans leur impact dans la société et tout ce qui s'ensuit.
L'égalitarisme s'oppose à l'idée de complémentarité de la femme et de l'homme. L'homme et la femme se complémentent de leurs différences et ne peuvent être rigoureusement égaux en raison même de ces différences. Dans l'égalitarisme, il n'y a pas de complémentarité. L'homme peut se suffire à lui-même et la femme également puisqu'ils sont égaux. Une femme sera toujours moins forte physiquement qu'un homme, elle ne réfléchira pas comme un homme, elle n'exprimera pas ses émotions comme un homme, en raison de réalités biologiques, notamment physiologiques et cognitives. Donc l'égalitarisme est a priori voué à l'échec lorsqu'il s'articule en dehors du droit qui peut lui s'affranchir des réalités biologiques. Ainsi, il est possible de rendre l'homme et la femme égaux en droit, mais il est impossible de les rendre égaux en absolument tout le reste. L'égalitarisme, c'est aussi toujours l'idée que puisqu'ils sont rigoureusement égaux, une femme peut prendre le rôle d'un homme et que les aptitudes physiques et cognitives des deux sexes doivent nécessairement être similaires. C'est ce qui fait que certains chercheurs en neurosciences se prennent de très vives critiques de la part des féministes lorsqu'ils expliquent qu'il existe bel et bien des différences cérébrales et cognitives entre les hommes et les femmes, au nom même de cet égalitarisme qui voudrait qu'il n'y ait aucune différence entre les hommes et les femmes. Si vous avez suivi un petit peu les débats dans les médias récemment sur ce sujet, vous avez sans doute constaté que le leitmotiv principal qui revient consiste à tout simplement nier qu'il existe des différences cognitives ou cérébrales entre les sexes. Ou en tout cas que s'il en existe, elles sont tout à fait marginales, ou bien qu'elles sont l'effet de stéréotypes, ou qu'elles sont des biais d'éducation entre les garçons et les filles. Alors personnellement, je trouve cette approche particulièrement risquée parce qu'elle fait reposer un principe moral sur des faits qui peuvent être observés ou pas dans le monde réel. Alors imaginez que demain une nouvelle recherche scientifique soit publiée et démontre qu'il existe bel et bien des différences cognitives entre les sexes. Et alors là, patatras, tout s'écroule. Et tout d'un coup, les gens vont se dire « Ah ben oui, effectivement, il y en avait, et donc j'avais bien raison de discriminer les femmes à l'embauche et de moins les rémunérer que les hommes. » Donc on voit bien qu'il y a un problème dans cette argumentation. Et il y en a d'autant plus que cette argumentation s'est déjà effondrée, parce qu'il existe déjà des preuves de différences cognitives entre les sexes. Cette idée d'égalitarisme poussera les féministes à vouloir atteindre les 50% d'hommes et de femmes absolument partout, en politique, dans les sphères d'influence, dans le sport, partout. Finalement, pas partout, car on n'a jamais vu de féministes lutter pour des quotas dans les métiers les plus pénibles occupés majoritairement par des hommes. Toujours est-il que l'égalitarisme est ce qui va imposer cette idée des quotas et des représentations obligatoires de la gente féminine. Cet égalitarisme qu'on retrouve dans l'essence même du féminisme donne donc naissance à plein de formes de dérives, comme l'idée stupide et dangereuse d'abolir les catégories hommes-femmes dans les sports de haut niveau. Mais, parfois, l'égalitarisme peut prendre une autre forme plus subtile. Les féministes peuvent très bien considérer que l'homme et la femme sont différents et non égaux sur des aspects très spécifiques comme les performances sportives. Mais que vont-elles faire alors ? Elles vont demander à changer les règles pour forcer l'égalité de représentation des deux sexes. Normalement c'est 5 km, mais vu le pactage qu'ils nous ont demandé de prendre... Mais n'importe quoi, arrêtez de vous taper des films, on a 5 km à faire, c'est tout quoi. Voilà, avec un sac de couchage. Mais c'est parce qu'il faut le sac sur le dos, c'est pour nous apprendre à marcher les gars, arrêtez de vous taper des films là. A few moments later. On recommence ça. On va crever, ils s'en foutent, moi je descends pas, on a rien à foutre, je descends pas. J'ai la tête qui tourne. Lève ta tête. Putain, arrête de chialer, lève ta tête. Mais j'ai la tête qui tourne. C'est toi, tu viens de faire du sol. Mais c'est fou, la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Qui tire? Regarde tes camarades. Regarde tes camarades. Tais-toi. Et tu gardes tes commentaires pour toi, ta copine. Enlevez les parce que sons. je vais venir avec toi dans la P4. Retirez les sons. Chez les roues de chapeau. J'ai jamais vu ça. C'est quoi Tu vas venir avec moi dans la P4. Quand tu vas à la P4, tu veux sonner la cloche. Allez, viens, on va à la P4. Quand tu vas, je suis lourd avec tes camarades. Viens avec moi, voilà. Ainsi, les féministes lutteront pour faire baisser les barèmes sportifs dans certains métiers, comme à l'armée, pour faire en sorte que de plus en plus de femmes puissent aller sur le terrain. Elles lutteront également pour que le football féminin soit considéré comme strictement égal au football masculin en termes de performance sportive. Et tout homme qui osera dire qu'il préfère regarder du football masculin car plus performant se verra comme un affreux sexiste, comme l'a été à l'époque Alain Finkielkraut lors de la Coupe du monde de football féminin. Football féminin,
Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet C'est pas aussi? possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Je sais très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. Et cette bêtise va même jusqu'à vouloir réclamer un salaire égal entre les footballeurs et les footballeuses. Ainsi, une footballeuse dont personne ne connaît le nom, qui gagne une Coupe du Monde tout en étant membre d'une équipe qui se fait littéralement exploser par des garçons de 15 ans, devrait gagner la même paye qu'un Cristiano Ronaldo qui génère à lui seul plusieurs centaines de millions de dollars. On a remporté 4 titres mondiaux, 4 titres olympiques pour les États-Unis. Et malgré toutes ces victoires, on n'est pas payé comme les hommes qui font le même métier que nous. C'est chose faite. Enfin, la Fédération américaine de foot a ratifié une convention collective garantissant une rémunération égale entre joueurs et joueuses en sélection. Brésil, Angleterre, Norvège, Espagne, toutes ces nations revendiquent l'égalité salariale. Voilà à quel genre d'absurdité mène l'égalitarisme. Et désolé pour les féministes, mais l'égalitarisme est au cœur même de la pensée féministe. Ce ne sont donc pas des dérives, mais une mise en application d'un principe philosophique. Un autre principe philosophique qui se trouve être au cœur du féminisme est le progressisme. En particulier cette idée que la logique des choses doit toujours aller vers toujours plus de progrès, toujours plus de droits et donc toujours plus d'égalité, car tous les concepts dont je parle dans la vidéo sont intimement liés les uns aux autres. Mais pour le cas du progressisme, il y a cette idée dans le féminisme que c'est la lutte pour le progrès social qui est générateur de plus de droits et d'égalité pour les femmes. C'est une idée bien belle mais battue en brèche par Vera Nikolsky dans son livre Féminicène. En effet, les mouvements féministes prétendent que ce sont les luttes féministes qui sont à l'origine des évolutions sociales et juridiques, allant vers toujours plus de reconnaissance de droits et de libertés pour les femmes. En réalité, cette idée a au moins 2 écueils majeurs. Premièrement, elle est en soi une accusation d'inaction envers les femmes d'avant l'émergence des luttes féministes. Si l'action militante suffit pour garantir des droits, alors c'est que les femmes qui n'ont pas obtenu ces droits étaient inactives. Deuxième écueil, l'idée consiste à penser que le capitalisme s'est plié face au féminisme en raison du militantisme. Or, le capitalisme de l'époque, comme celui d'aujourd'hui, s'est allié au féminisme, car il y voyait un moyen facile de pouvoir maximiser les embauches et donc les gains. C'est aussi simple que cela. Le mythe aujourd'hui promu de la femme indépendante et carriériste est une aubaine pour le système capitaliste qui va jouer sur cette corde au maximum. La vision du progrès et du féminisme va pourtant toujours dans ce sens. Toujours plus de droits, plus d'indépendance, mais jamais vis-à-vis du système en lui-même, car au fond, elles vont demander des droits supplémentaires, des congés spéciaux, des aides financières pour l'achat des tampons, etc. Mais ce sont toujours des demandes qui sont faites soit au pouvoir public, soit aux entreprises. Drôle d'indépendance. Puis, cette idée du progrès est également discutable plus généralement, car strictement rien ne dit que plus de droits et de liberté mènera forcément à plus d'épanouissement chez les femmes comme chez les hommes d'ailleurs. Un progrès peut être destructeur, et ce qui est vu comme un progrès peut en réalité dissimuler une régression, voire une barbarie. Par exemple, l'avortement est systématiquement vu par le féminisme et même à droite comme un progrès, puisqu'il donne un pouvoir conséquent aux femmes, celui de mettre fin à leur grossesse selon leurs propres désirs. C'est un progrès dans le logiciel féministe, car c'est un droit supplémentaire, mais sur le plan de la morale, c'est une régression vers la barbarie qui consiste à tuer un enfant dans le sein de sa propre mère, sans considération pour le bébé, évidemment, mais aussi pour le père qui est totalement absent dans la justification de l'avortement par les féministes. Les féministes actuelles vont demander donc des droits de plus en plus farfelus, au nom même de cette idée de progressisme, qu'il faudra toujours plus de droits, toujours plus de liberté et toujours moins de devoirs. Le progressisme est donc au cœur du wokisme actuel, mais également du féminisme dès son origine. Enfin, le féminisme repose en grande partie sur le raisonnement complotiste qui consiste à la pensée grégaire que les hommes se concerteraient de manière solidaire pour affirmer et renforcer leur autorité volontairement contre les intérêts des femmes. C'est une composante majeure du féminisme qui repose sur le concept marxiste de la lutte des classes adapté au féminisme, avec d'un côté les dominants, hommes,
et de l'autre côté, les femmes victimes perpétuelles. C'est ainsi qu'en 2026, malgré toutes les analyses et tous les debunks sur la question, les féministes de tous bords nous sortent encore la bêtise de l'écart salarial en avançant toujours ce même chiffre stupide et trompeur de 25% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Je ne ferai pas une analyse des chiffres, ça a été fait des dizaines et des dizaines de fois par des dizaines de youtubeurs, mais les féministes s'en moquent car elles ne s'intéressent pas aux chiffres, mais à confirmer leur pensée complotiste que les hommes s'accaparent volontairement les ressources au détriment des femmes. Mais pour la faire courte, 25% c'est la comparaison brute du salaire sans prise en compte du métier et de la quotité de travail, et ce pourcentage revient à 3% lorsque les variables type travail, etc. sont contrôlées. L'égalitarisme dont nous avons parlé précédemment poussera les femmes à dire que c'est toujours injuste, car il devrait y avoir rigoureusement 0% de différence, et que c'est un scandale, et la pensée complotiste leur fera dire que c'est volontaire, et une preuve implacable du patriarcat de la société. Une autre analyse pourrait pourtant être faite, non sans intérêt, et consisterait à évaluer d'abord les capacités des hommes et des femmes à argumenter et à défendre leur position. Le salaire est affaire de négociation, et en la matière, ce sont ceux, hommes comme femmes, qui savent le mieux négocier, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Face à cet argument, les féministes auront la parade égalitariste, qui consistera à faire en sorte que les salaires soient rigoureusement exacts, en forçant les employeurs à ne pas individualiser leurs salaires, mais à se référer à des grilles salariales très rigides. Ce qui en soi est stupide, car la notion même de compétence égale salaire égal est absolument invérifiable dans les faits. Prenons deux candidats pour un poste, un homme et une femme. Les deux sortent de la même université, même promotion, même diplôme, et ils sortent tous les deux d'écoles sans expérience professionnelle dans le domaine visé. Donc on pourrait dire compétence égale, pourtant dans les faits il n'en est strictement rien. Le fait d'avoir le même diplôme ne veut pas dire que les deux étudiants ont le même niveau de compétence, quand bien même ils seraient issus de la même promotion. De plus, l'un des deux candidats peut avoir des compétences transverses, qui sera mieux illustré que l'autre candidat, etc., etc. Il est impossible, autrement que par une mise à l'essai sur le terrain, d'évaluer le niveau de compétence d'un candidat par rapport à un autre. Le recruteur est donc forcé de faire des choix et de se baser sur ce que le candidat lui apporte, et là-dessus, nous ne sommes pas tous égaux, et c'est ainsi. Sur un tout autre domaine, cette même pensée complotiste poussera les féministes à nous expliquer que si la femme est moins développée musculairement, c'est parce que les hommes, depuis la nuit des temps, ont refusé à la femme l'accès à la viande et donc à la protéine qui aurait favorisé leur développement musculaire. On va mettre la crise écologique sur le dos de l'homme et sa volonté de domination sur toute chose, la femme n'ayant strictement rien à voir à tout cela, car elle est pure par nature. Parce que oui, une chose que j'ai pas précisée, il est possible d'aller à l'encontre de l'égalitarisme et du constructivisme quand il s'agit de dire du bien de la femme, ou quand on la met dans une position de supériorité vis-à-vis de l'homme. Ainsi, dire par exemple que la femme a une intelligence émotionnelle plus développée que l'homme, c'est bien. Mais dire que l'homme a une capacité cognitive donnée plus développée qu'une femme, c'est pas bien. C'est sexiste. Dire que la femme est par nature plus empathique, c'est bien. Dire que l'homme est par nature plus protecteur, c'est pas bien. C'est des choses à savoir, ça c'est extrêmement important. Enfin bon, je m'arrête là pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, même si on pourrait développer bien plus les points et je le ferai peut-être à l'occasion. Retenons juste que ce qu'on appelle le néo-féminisme n'est pas une dérive, mais une conséquence du féminisme lui-même qui porte en lui le constructivisme et son pendant le déconstructivisme, l'égalitarisme et la pensée complotiste qui s'illustrent quotidiennement. Je rappelle une dernière fois que ma vidéo avait pour but de décortiquer une idéologie et qu'évidemment, il y a des féministes qui ne sont ni constructivistes, ni égalitaristes, ni complotistes. Des féministes comme celles présentes chez Nemesis par exemple sont conscientes des différences fondamentales entre les hommes et les femmes et même, dans une certaine mesure, elles valorisent leur complémentarité. Mais l'existence de ce groupe de femmes, elles le disent elles-mêmes, est dépendante du fait que l'homme blanc est devenu une espèce d'homme déconstruit, incapable de protéger les femmes et paralysé par le système antiraciste. Je soutiens donc Nemesis et reconnais leur courage, un effet miroir de la lâcheté du français moyen. Pour autant, je pense que le socle idéologique féministe est en soi biaisé et repose sur des principes philosophiques erronés. Prions pour les féministes et pour ceux qui alimentent la guerre des sexes, qu'ils puissent se rendre compte de la complémentarité que Dieu a voulu pour l'homme et pour la femme, afin qu'ils soient unis devant lui et qu'ils ne fassent plus qu'une seule chair. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.